Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre le travail de la Haute Assemblée pendant cette crise du coronavirus. On va parler ce matin des collectivités territoriales, puisque les sénateurs ont auditionné la ministre concernée en charge de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. Pendant l'épidémie, les communes, les départements, les régions jouent un rôle prépondérant pour gérer cette crise sur le terrain, mais ces collectivités ont vu leurs ressources fiscales chuter brutalement. Et puis les sénateurs ont interrogé la ministre sur l'installation des conseils municipaux, élus dès le premier tour au municipal, une installation qui prend effet à partir de cette semaine. Je vous laisse écouter cette audition. Votre introduction, Monsieur le Président, je crois, a été assez complète sur effectivement les différents sujets que je sens comme étant d'actualité, que ce soit effectivement les installations des conseils municipaux, que ce soit les finances locales, parce que les finances locales, c'est bien dans mon ministère, même si je le partage un peu avec Gérald Darmanin, bien évidemment, mais les finances locales, c'est bien dans notre ministère avec Sébastien et moi-même. Bien évidemment, je pensais bien que vous parleriez de la 3D, et je pense que c'est important effectivement qu'on voit les conséquences au fond de cette crise sur la réflexion. Et je vais peut-être commencer par ce que vous avez dit, c'est-à-dire le rôle des collectivités locales pendant la crise, pendant le confinement et maintenant le déconfinement. Je crois dire que les collectivités locales ont joué un rôle absolument majeur, en particulier, bien sûr, les collectivités locales de proximité et en particulier les municipalités. Parce que, évidemment, pendant cette période, la proximité a été quelque chose de très important pour soutenir, conseiller la population par rapport aux exigences, je dirais, de sécurité sanitaire qui étaient installées. Et bien évidemment, souvent, il a fallu que les collectivités locales fassent preuve, et notamment les maires et les élus, de pédagogie auprès de la population. Et d'une manière générale, ça s'est très bien passé, y compris dans les grandes villes, y compris dans les quartiers qui sont les quartiers politiques de la ville, où finalement, la période de confinement s'est globalement bien passée. Évidemment, le déconfinement est aussi un sujet pour les collectivités locales. Et on l'a vu très rapidement, que ce soit au sujet des masques, au sujet des tests, et on a vu comment l'Association des maires de France, l'AMRF aussi pour les maires ruraux, les départements, les régions ont joué un rôle majeur en complémentarité, je dirais, et c'est ça qui était important avec l'État. Et donc, on voit bien aussi un certain nombre de questions qui se posent dans les déconfinements. Je suis l'actualité comme vous tous. J'ai fait une visio, je ne sais plus là comment je vis, mais c'était lundi, je crois, par exemple avec l'Association nationale des élus du littoral. Évidemment, ils étaient extrêmement satisfaits de la capacité à pouvoir ouvrir leur plage en accord avec le préfet, mais en même temps, on voyait toutes les, les mesures à prendre qui n'étaient pas parfois si simples sur les territoires pour mettre en œuvre, quand les élus le souhaitaient, avec l'accord du préfet, la fréquentation des plages avec toutes les mesures de distanciation physique qui étaient nécessaires. Donc on voit bien que, et moi j'insiste toujours là-dessus, et un certain nombre d'entre vous ne seront pas surpris de ce que je vais dire, chacun dans son rôle, l'État et les collectivités territoriales ont joué un rôle très important dans un esprit de complémentarité. Et comme vous le savez, je le dis parce que j'ai l'habitude de le dire très directement,
parfois, comment dire, les prises de position d'un certain nombre de responsables sont parfois, à mon avis, un peu choquantes quand on entend dire ah ben heureusement qu'il y avait les collectivités territoriales parce qu'en gros, l'État n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Parce qu'on a entendu des prises de position comme ça qui sont arrivées. Évidemment, ce n'est pas vous-même que je le dis. Et vice-versa, il peut y avoir des gens qui pensent que uniquement l'État est capable de trouver des solutions. Eh bien, je crois que cette crise, le grand enseignement qu'on peut y trouver, c'est que c'est la complémentarité des collectivités territoriales et de l'État qui apporte une réponse à nos concitoyens. Et dans cette période de crise, ça a été particulièrement visible. Et je pense que l'État a peut-être montré aussi qu'il était capable, en période de crise, d'être plus réactif qu'il ne l'est en période normale. Et je dirais qu'on pourrait peut-être en tirer aussi des conclusions pour l'avenir, c'est-à-dire pour que l'État puisse rester aussi agile qu'il l'a été sur certains sujets et ne pas retomber dans les habitudes de longueur, de prise de décision, etc. Donc je pense que, au fond, cette crise a montré plus que jamais la complémentarité de l'État et des collectivités territoriales. Et ça nous amènera évidemment à avoir des réflexions par rapport à la loi 3D, parce que naturellement, j'ai toujours conçu cette loi de cette manière, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Marie, il est évident que cette loi, cette crise nous amène aussi à parler de la réorganisation de l'État territorial. C'est ce que j'avais appelé un D, qui était la déconcentration. Hein, et peut-être va nous amener aussi à imaginer que sur le plan de la santé, un certain nombre de choses sont à faire dans le cadre de la décentralisation. En tout cas, moi, j'en suis persuadée. Alors, bien sûr, je vais peut-être passer directement aux questions maintenant, mais ça permettra de revenir sur un certain nombre de points. Merci beaucoup, chère Jacqueline Gouraud, de cette introduction effectivement brève, mais ouvrant bien le champ des questionnements que nous allons à présent exprimer. Et c'est bien aussi d'avoir rappelé que nous essayons d'être toujours dans un état d'esprit mesuré, constructif, par rapport à des propos qu'on a pu entendre parfois ici ou là, un peu confinés, quoi. Enfin, on a parfois l'impression qu'un des effets du confinement, est, dans certains esprits, est de peut-être de manquer de cet esprit de mesure dont nous avons pourtant besoin pour bâtir les conditions de la réussite pour notre pays. Alors, je vais proposer, comme je le disais tout à l'heure, tout d'abord à Mathieu Darnaud, le premier vice-président de notre délégation, sénateur de l'Ardèche, Les Républicains. Cher Mathieu. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, Madame la ministre, chère Jacqueline Gouraud. Je vais essayer d'être le plus succinct et de m'astreindre au conseil du Président, en commençant par le remercier pour toutes ces auditions qui, je le dis, sont précieuses pour nous parce que, comme peut l'imaginer la ministre, qui est elle-même en prise directe avec les élus, nous sommes extrêmement sollicités et ces auditions sont autant pour nous de réponses. Moi, j'aurais trois interrogations très rapides. La première, c'est vrai que le président Bockel l'évoquait à l'instant, mais on entend finalement beaucoup de choses sur le second tour. Je peux déjà anticiper sur une partie, j'imagine, de la réponse qui nous renvoie au 23 mai et au rapport du Conseil scientifique. Pour autant, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il peut se passer des choses en coulisses et c'est vrai que c'est un petit peu parfois déroutant pour les élus de ne pas véritablement savoir ou d'avoir quelques pistes. Mais je passe parce que j'imagine bien que vous répondrez à cette interrogation et peut-être d'autres collègues l'auront.
moi, j'avais deux éléments essentiels au-delà de cette première interrogation. La première, justement, elle fait référence à ce que vous évoquiez, Madame la Ministre et Monsieur le Président, s'agissant de la coordination en matière territoriale entre, d'une part, les collectivités et d'autre part, l'État ou l'État territorial. En réalité, je crois qu'effectivement, on a besoin des deux. En tout cas, c'est ma conviction. Pour autant, je crois que cette crise, c'est un révélateur et elle nous permet de mettre un éclairage sur la nécessité qu'il y a, notamment du côté de l'État territorial, d'opérer, j'allais dire, un choix, à mon avis, important sur, alors j'aime pas le terme chef de fila, mais sur le nécessaire chef de file, à savoir soit le préfet de département, soit le préfet de région. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a eu peut-être parfois un manque de réactivité sur certains sujets. Je pense que ça s'est relativement bien passé entre les préfets de département et les collectivités. Il y a une agilité, il y a une réactivité. Mais on a quelques services qui ont demandé un peu plus de temps s'agissant des réponses à apporter aux collectivités. Et je crois qu'il est important que l'on définisse, notamment et singulièrement en période de crise, qui doit coordonner. Est-ce que c'est, encore une fois, le préfet de département ou le préfet de région? Ma préférence va nécessairement au préfet de département parce que je considère qu'il y a au sein des régions, même si parfois la région peut être l'échelon pertinent, des sujets qui se posent avec une singularité particulière. Et le troisième point, c'est justement un sujet que nous connaissons. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer la semaine dernière à cette même heure, Madame la Ministre, lors d'une audition avec la Commission des lois. Vous aviez abordé le sujet en indiquant que les jours qui suivraient apporteraient leur lot de réponses. Il s'agit de la question du tourisme et notamment des communes touristiques. Parce que je suis dans un département particulièrement touristique dans lequel les collectivités sont en proie à des difficultés, notamment en matière de fonctionnement, parce qu'elles tirent une part importante de leurs ressources de cette activité qui est quasiment une mono-activité dans au moins la moitié des communes du département. Et ma question est donc toute simple. Comme vous aviez évoqué la possibilité qu'il y a déjà eu une ordonnance qui permet, une circulaire pardon, qui permet au préfet d'apporter des aides, notamment au travers d'un système d'avance. Imaginez-vous qu'il puisse y avoir une aide s'agissant des communes touristiques, parce qu'on le sait, c'est l'une des principales activités qui va être impactée par le Covid, et donc elles ont véritablement besoin de la solidarité nationale. Je vous remercie. Merci, cher Mathieu Darnaud. Marc Denis se prépare à parler, et c'est vrai, comme l'a dit à l'instant notre collègue Mathieu Darnaud, la ministre a dû avancer son audition avec nous car elle a demain à Matignon une réunion interministérielle sur les enjeux du tourisme. Donc la fin de votre intervention tombe à point nommé. Donc je passe la parole à Marc Denis, sénateur des Alpes-Maritimes pour les socialistes et républicains, et je demande à Sonia de la Provôté de se préparer. Puis Raymond Val. Marc Denis. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Ma question portera... Vous avez branché votre caméra, Marc Denis? Oui, oui. Parfait. On ne voit pas. Ah. Ça va venir. Allez-y, vas-y, Marc. Oui, je disais que ma question allait porter sur le deuxième tour. Reporter au moins en octobre, si ce n'est en mars 2021, m'apparaît inévitable pour de multiples raisons et pour le moins hautement souhaitable. Et pour ces communes en attente du deuxième tour, les ordonnances ont donné un pouvoir XXL aux exécutifs locaux et particulièrement aux maires, et cela était nécessaire. Néanmoins, dans un nombre très significatif de ces communes, existent des tensions très lourdes au sein de l'exécutif, avec des situations où on a un maire et des adjoints qui ont été sur des listes différentes. On a même parfois, et on a 2 cas au moins dans les Alpes-Maritimes, de maires qui sont depuis quelques mois minoritaires dans leur propre conseil municipal. Bref, une situation qui est un peu délétère. Et en cas
de report de ces élections, qui m'apparaît, comme je l'ai dit précédemment, hautement souhaitable, si ce n'est inévitable, ne conviendrait-il pas de renforcer leur légitimité démocratique d'une part et d'autre part tendre à apaiser la situation quand la crise sanitaire et ses conséquences exigent des exécutifs qui soient très opérationnels et générateurs de confiance pour leurs populations respectives. D'autant plus que les échéances des mois qui viennent sur un plan économique, social, ce que j'appelais des exécutifs très opérationnels, vont être particulièrement importantes. Et le rôle des collectivités aux côtés de l'État, de la région, des départements, assez majeur. C'est le sens de ma question. Et permettre qu'au premier conseil municipal, qui puisse se tenir en présentiel pour ces communes, il y ait une réélection du maire et des exécutifs de façon à assainir des situations complexes. J'aurais souhaité par ailleurs que symboliquement on puisse retenir une même date pour un jour de la démocratie qui aurait pu être situé fin mai, début juin pour élire dans toutes les communes de France, qu'elles aient été complètes au premier tour ou en attente de deuxième tour, qu'on puisse réélire tous les maires et adjoints. Ça aurait été, je pense, un beau symbole et par ailleurs aurait facilité l'installation dans la foulée des intercommunalités et stabiliser les intercommunalités, ce que ma proposition de réélection des exécutifs faciliterait par ailleurs. Voilà ma question, Madame la Ministre. Merci. Merci, cher Marc Denis. Je passe la parole à présent à Madame Sonia de la Provôté, sénatrice du Calvados, Union centriste, et Raymond Vall se prépare. Branchez votre caméra. Bonjour Madame la Ministre, et ravie de vous voir. Bonjour Sonia. Je vais revenir sur vos propos liminaires, puisque ma question va porter sur ce sujet. Les disparités entre les territoires ont été extrêmement visibles dans cette période particulière que nous avons traversée. Et quel que soit le sujet que l'on regarde, chacun a trouvé des solutions différentes. Les solidarités territoriales ont été différentes d'un territoire à l'autre. Il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup d'inventions pour trouver des solutions aux problèmes. Et on voit bien que l'échelon départemental a été souvent celui qui était, alors je dis souvent pour pas être trop radical dans mes propos, mais souvent c'est celui qui a été le plus efficace pour échanger sur les bonnes pratiques, ce qui a été extrêmement positif parce que les maires ou les élus locaux se sont inspirés des pratiques des uns et des autres. Et je pense que cette espèce de bouillonnement d'échange sur la pratique locale est un outil qui nous manquait probablement pour pouvoir faire progresser les territoires. Il y a eu un partage d'outils et il y a eu beaucoup de travail avec le préfet de département pour faire avancer les sujets. Et je dois vous dire que chez nous, c'est allé de la question des masques à des sujets économiques ou beaucoup d'autres. Le dialogue s'est accru avec les maires, mais aussi avec les élus locaux et notamment les conseillers départementaux et conseillers régionaux, avec un préfet de département qui est devenu, en tout cas dans cette période particulière, le couteau suisse de l'action de l'État. Et je pense que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un enseignement extrêmement précieux dans la perspective de la loi 3D, parce qu'il a joué, au moins dans cette période particulière, dans cette parenthèse, le rôle un peu de guichet unique, d'interlocuteur privilégié avec les autres services de l'État, dont nous voyions souvent qu'ils fonctionnaient en silo, avec parfois des rigidités, des interlocuteurs trop variés pour traiter un sujet, une hiérarchisation du rôle de chacun parfois respectée de façon un peu trop rigoureuse, et notamment dans également ces rigidités dans l'interprétation que portaient les uns les autres sur l'expression des compétences post-loi NOTRe. Et donc ce rôle de guichet unique fait penser aussi un peu au présupposé de la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires et dans sa déclinaison départementale, qui a des compétences pour l'instant assez limitées,
Mais on voit bien que là aussi, dans cette structure, il y a le souci de co-construire, de travailler à un niveau plus horizontal d'un service à l'autre et finalement d'une structure départementale liée à l'État qui joue ce rôle d'interaction et de référence et de compétence pour toutes les questions que les élus se posent. Et donc la loi 3D, elle va vraiment faire évoluer beaucoup, je pense, la question de l'État déconcentré et la façon dont il s'organise. Et je crois que dans cette loi, il ne faudra pas omettre une réflexion autour de l'outil que va être l'Agence nationale de cohésion des territoires, des missions précises qui pourraient peut-être s'élargir. Nous venons, avec mon collègue Michel Dagbert, de rendre un rapport sur le patrimoine. On voit bien que sur les questions de patrimoine, il y a tellement d'interlocuteurs au niveau départemental, qu'ils soient de l'État ou des collectivités, que finalement, il y a besoin aussi d'avoir un peu une harmonisation, une structuration de tout ça. Et on attend finalement du rôle de l'État ce qu'on a vécu là pour un certain nombre dans notre département, qu'ils soient conseils, stratèges, experts, qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous aident à travailler ensemble, qu'ils servent de lieu d'échange et qu'ils soient dans le contrôle quand c'est nécessaire, mais nettement moins qu'ils ne l'étaient avant, et plutôt comme illustration d'une nouvelle coopération en local entre l'État et les territoires. Et je pense que cette loi 3D doit répondre à cet espoir qui finalement, si on fait le bilan des process et des bonnes pratiques qui se sont mises en œuvre dans cette situation si particulière, eh bien, c'est un modèle de nouvelles façons de faire fonctionner notre démocratie et pas que locale. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup Sonia de la Provôté. Je vais passer la parole à Michèle Gréaume, sénatrice du Nord, communiste, républicain, citoyen et écologiste. Et je demande à Raymond Vall de se préparer. Michèle. Pardon, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Pour des raisons techniques et pour moi-même, pour mon fonctionnement, est-ce qu'on pourra s'arrêter à la 4e ou 5e question? Parce qu'après, je trouve que ça fait trop loin. Écoutez, Madame la Ministre, c'est avec plaisir que nous nous adaptons à un mode de fonctionnement qui, dans la mesure où on n'est pas trop stressé par le temps, puisqu'on ne le gère pas trop mal, est en effet plus interactif. Donc, si vous voulez, après Raymond Vall, puisque je l'ai annoncé, juste après Michèle Gréaume, nous ferons une pause et ensuite nous poursuivrons avec les autres collègues. Jouons-la comme ça, Madame la Ministre. Michèle Gréaume. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Monsieur Darmanin et Monsieur Dussopt ont récemment évoqué la possibilité d'un versement anticipé du FCTVA dès 2021, N+1 au lieu de N+2. Pourquoi ne pas aller jusqu'à proposer sa contemporanéité afin que les collectivités soient compensées l'année de leurs dépenses? Et des versements anticipés, des mesures de souplesse, des possibilités de lissage ont été proposées, mais toujours rien quant à des mesures concrètes de compensation des milliards perdus par les collectivités entre 2020 et 2022. Cependant, les collectivités auront un rôle essentiel pour la relance de l'activité et il faudra les aider financièrement car jusqu'à présent, beaucoup ont perdu des recettes importantes et ont dû faire face à des dépenses exceptionnelles, notamment pour les petites communes. Pouvez-vous nous dire quelles mesures allez-vous prendre pour les aider? Merci. Merci beaucoup, Michèle Gréaume. Je passe à présent la parole à Raymond Vall, sénateur du Gers pour le Rassemblement démocratique et social européen, le RDSE. Raymond Vall, en branchant bien ta caméra. Merci Président. Bonjour Madame la Ministre, très ravi de vous revoir. Ma question va être très brève. Madame la Ministre, à l'issue du Conseil des ministres du 12 mai 2020, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement autorisait l'installation des conseils municipaux élus dès le premier tour du 15 mars dernier. Ces conseils municipaux vont désormais pouvoir se réunir pour élire leurs maires et leurs délégués communautaires. Quelles dispositions vont s'appliquer aux EPCI, dont une partie des élus sont issus de communes restant en attente du second tour des élections? Merci. Merci, cher Raymond, pour cette brièveté tout à fait remarquable. Donc, nous allons à présent écouter à nouveau Madame la Ministre. Ensuite,
Dans une deuxième partie, des collègues auront la parole avec en premier Jean-François Husson, parmi ceux qui sont inscrits. Je le signale lui pour qu'il reste attentif. Et Madame la ministre, en vous écoutant, je me suis posé une question sur le rôle que peuvent éventuellement jouer ou qu'on peut attendre éventuellement des collectivités locales par rapport à la mise en place des brigades sanitaires, même si ça relève plus du ministre de la Santé, mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez en charge toutes les questions qui relèvent d'une manière ou d'une autre, et même en le partageant avec d'autres collègues des collectivités territoriales. Est-ce qu'on vous a en ligne, Madame la ministre? Très bien. Parfait. Vous m'entendez? Parfait, nous vous écoutons. Très bien. Alors, naturellement, je commence par votre question sur les brigades sanitaires. C'est vrai que ça dépend bien sûr du ministère de la Santé, mais naturellement, on sait combien les collectivités sont importantes, et en particulier sur ce sujet, les départements. Car, comme vous le savez, les compétences du département sont très importantes dans le domaine social, représentant souvent plus de la moitié du budget des départements. Et naturellement, vous savez que ces brigades sanitaires sont faites à partir de personnel sanitaire, mais aussi de personnel de la Caisse de sécurité sociale, et souvent complétés par aussi des personnels qui peuvent venir assistantes sociales, etc., qui dépendent du département. Alors, selon les départements, puisque tout cela se met en place avec les préfets de département, eh bien, il peut y avoir une coordination très importante avec certains départements, voire avec des CCAS ou des CIAS, pour former ces brigades sanitaires sur les territoires. C'est quelque chose de très important, et c'est d'autant plus important car c'est une question qui a été posée. Je n'étais pas aux questions d'actualité aujourd'hui au Sénat parce que je n'avais pas de questions, mais par exemple hier, ça a été abordé à l'Assemblée nationale, et notamment sous l'aspect du secret médical, ou je dirais également de la discrétion médicale, entre guillemets. Et je crois que nous avons dans les départements ou dans les CIAS et des CCAS, nous avons des personnes qui sont habituées à ce secret médical et à cette discrétion. Et je crois que c'est très important qu'ils rentrent et qu'ils aident les brigades sanitaires. Donc là aussi, les collectivités locales ont un rôle très important. Tout à l'heure, Mathieu, bien sûr, a insisté sur le rôle de l'État territorial, le rôle du préfet de département, et bien évidemment aussi du rôle du préfet de région, comme il l'a dit lui-même. Mais on a vu à travers tous vos expressions, et notamment celle de Sonia également, le rôle que jouaient les préfets de département. Et nous savons qu'ils ont été, dans cette crise, le pivot, si je puis dire, qui permettait l'action, puisque c'est à partir des départements que étaient engagés les COD, qu'il y avait les actions et les relations avec les collectivités territoriales. Et donc, nous savons tous que c'est quelque chose qui a été très important. Le mot n'a pas été prononcé, je crois, par Mathieu, mais c'est vrai que souvent, il y a eu d'évoquer ici ou là le rôle, bien sûr, des agences régionales de santé, qui sont des agences régionales de santé, qui ont depuis peu des délégués départementaux, mais on sait que l'organisation, si elle a parfaitement marché dans certains secteurs, on sait qu'il y a eu un peu moins de fluidité à certains endroits, et je sais que les élus posent la question, bien sûr, de la relation entre les agences régionales de santé et les préfets de département. C'est quelque chose qui est souvent évoqué. D'ailleurs, soit dit en passant,
le système des agences d'une manière générale. Là, on parle beaucoup de l'ARS puisque il y a eu cette crise sanitaire, mais nous savons que nous avons d'autres agences dans l'organisation de l'État et qu'il y a une préoccupation qui remonte, je le dis très simplement et très régulièrement, de mieux coordonner sur les territoires le rôle des agences et leurs relations avec le préfet de région ou les préfets de département pour qu'au fond les élus aient le sentiment d'une meilleure coordination, pas qu'un sentiment d'ailleurs, qu'ils constatent une meilleure coordination entre les services de l'État sur le territoire. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est posé, c'est quelque chose d'ailleurs que le Premier ministre et le Président de la République avaient déjà évoqué auparavant. Mais je pense que effectivement, dans cette crise sanitaire, on a vu combien c'était de plus en plus nécessaire. Bien évidemment, Mathieu a parlé du tourisme et c'est quelque chose de très important. Et on sait combien le tourisme a été touché et combien les communes touristiques ont été touchées dans cette crise sanitaire. On sait qu'elles ont perdu beaucoup de recettes et que, évidemment, ces communes vont être aidées par l'État. Alors, évidemment, Mathieu comprendra que je ne vais pas annoncer aujourd'hui des choses précises parce que c'est demain matin que le Premier ministre réunit le comité interministériel du tourisme, que bien sûr Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne sont évidemment en train de préparer avec le Premier ministre des propositions qui seront faites demain matin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé avec la NEL, les élus du littoral, mais nous avons travaillé aussi hier avec la NEM, les élus de la montagne. Littoral et montagne sont évidemment concentrent la plupart des communes touristiques, mais pas que, parce qu'on sait aussi qu'il y a des communes touristiques à l'intérieur, si je puis dire, du territoire. Mais donc tout cela a donné lieu à beaucoup de coordination et il faudra bien sûr répondre à plusieurs niveaux, hein. Que ce soit sur les emplois saisonniers, que ce soit sur les recettes des collectivités territoriales, que ce soit sur les taxes de séjour, que ce soit. Il y a tout un ensemble à répondre et ce sera bien sûr pour demain. Je vais revenir pour répondre à Marc Denis après, je vais passer directement pour répondre à Sonia parce que d'abord, elle est du Calvados, donc elle connaît bien ce qu'est les communes touristiques, mais elle a elle a insisté sur plusieurs choses. Elle a insisté sur le rôle du département. Je ne suis pas très étonnée quand je sais que le président du conseil départemental s'appelle Jean-Léonce Dupont, et j'ai siégé suffisamment longtemps avec lui pour savoir combien il défend le rôle du département, et il a raison de le faire. Et je ne reviens pas sur, au fond, on parle du couple maire, préfet, mais on sait aussi le rôle très important entre le président du conseil départemental et le préfet. Et quand il y a, un travail commun, on sait combien c'est efficace. Et je ne suis pas non plus étonnée de l'efficacité du préfet du Calvados, comme vous l'imaginez, et je vois bien que le travail a été particulièrement efficace. Mais d'une manière générale, nous avons ouvert, peut-être le savez-vous, sur le site du ministère et de la NCT, justement, des initiatives territoriales, comme Sonia en a parlé tout à l'heure, des initiatives territoriales qui étaient tout à fait intéressantes et qui étaient publiées sur notre site. On en a recensé à peu près 350 et qui étaient pour nous un moyen de diffuser des partages de bonnes pratiques. Et il est évident que c'est quelque chose qui a bien fonctionné et dont on nous a remercié.
Sur la NCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, je rappelle à tous qu'elle est née le 1er janvier de cette année et que c'est une existence très récente, et je dois dire que la crise a été évidemment pour l'ANCT un moment qui arrivait, si je puis dire, juste après sa naissance. Mais l'ANCT a été très active depuis 2 mois pour conduire un certain nombre d'actions, et je vous le dis parce que nous n'avons pas stoppé le travail. Nous avons beaucoup travaillé notamment sur tout ce qui est fonds européens, la nouvelle génération de fonds européens. Nous avons reçu pendant cette crise la commissaire européenne qui est venue nous voir pour parler de la future enveloppe des fonds structurels européens, que ce soit le FSE, le FEDER, etc., et bien sûr le FEADER. Et nous avons obtenu de Bruxelles des facilités pour utiliser aussi les crédits européens disponibles pour engager des dépenses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important au regard, bien sûr, des dépenses complémentaires ou supplémentaires que l'ANCT, que les communes ont eu à faire face. Donc, nous avons eu un travail très important, et je rappelle aussi que l'ANCT a continué de travailler sur ses programmes, territoire d'industrie, a continué à travailler sur Action Cœur de Ville, même si tout cela a été, comment dire, effacé, si je puis dire, par la crise du coronavirus. On n'est pas resté les bras ballants, on a continué de travailler, et nous allons avoir d'ailleurs la semaine prochaine une réunion sur Action Cœur de Ville. Donc la NCT est là, la NCT va se développer, et d'ailleurs il y a d'autres programmes que nous allons mettre en place prochainement, notamment, vous savez, Petite Ville de demain, qui va être lancée, je l'espère, d'ici quelques semaines. Alors je reviens sur maintenant les élections. Alors, peut-être dire dans un premier temps que tout le monde évolue et s'exprime à un moment ou à un autre, évidemment, sur le deuxième tour des élections. C'est vrai qu'il y a un mois, je me souviens, et Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, je suis allée faire une émission sur France 3 et on était encore dans une situation, je dirais, de crise très développée, et on était tous à penser que les élections ne pourraient pas avoir lieu avant l'été parce que la crise était là, qu'on voyait les courbes monter, etc. Et de manière interrogative, nous avions dit peut-être qu'il faudra que ça se passe après l'été. Alors, je sais que un certain nombre de gens, comme, je ne sais pas, prenons François Baroin, s'étaient exprimés en disant il faudra que ça soit fin septembre. Vous vous rappelez peut-être de son expression, etc. J'ai entendu Marc ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir que lui, à son avis, le deuxième tour devait avoir lieu après l'été, et avec même une prévision assez lointaine à son avis. Il y a des gens qui s'expriment de cette manière, et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut que ça aille beaucoup plus vite. Je suis, comme tout le monde, même si je suis ministre, je suis une observatrice de la vie politique française et des déclarations des uns et des autres, et on sent bien qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, et c'est au moment où je vous parle, dans la situation où nous sommes au début du déconfinement, sortie du confinement, où il y a une expression ici ou là d'un certain nombre de gens qui ont plutôt l'air de penser que si on pouvait faire les élections avant l'été, ça serait une bonne chose. D'autant plus que se pose la question, comme vous le savez, de 1 ou 2 tours si c'est après l'été. Enfin, ce n'est pas une question d'ailleurs, puisque le Conseil d'État a pris position très clairement en disant que si les élections avaient lieu après l'été, il faudrait, pour les communes qui n'ont pas terminé leur élection, qu'il faudrait refaire 2 tours, ce qui est quand même un sujet, bien sûr,
très important. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de réponse sur deuxième tour à vous donner, puisque nous attendons le rapport du Conseil scientifique sur lequel va s'appuyer le Premier ministre pour décider si on peut faire les élections avant l'été ou pas. C'est une décision qui sera partagée, c'est ce que je peux vous le dire dès maintenant. D'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui a été cité dans la presse, qui sera partagé par le gouvernement avec les forces politiques et avec le Parlement pour savoir si nous pouvons faire ces élections avant l'été ou s'il est plus raisonnable de le faire après l'été. Ce matin, ce que nous avons fait en Conseil des ministres, c'est passer une ordonnance sur la mise en place des conseils municipaux. Et vous avez vu, alors pour être très clair, le ministre de l'Intérieur va prendre un décret le 15, c'est-à-dire le 15, c'est vendredi. Ce décret va contenir plusieurs choses. Il va contenir d'abord la mise en place des conseils municipaux élus le 15 mars. Pourquoi la mise en place de ces conseils municipaux? Parce que, comme vous le savez, nous avions dans la loi d'urgence prolongé les conseils municipaux sortants. Donc, il faut mettre fin aux conseils municipaux sortants dans ces communes, les 30 000 et quelques communes, et donc mettre en place à partir du 18 mai, je dis bien, les nouveaux conseils municipaux qui auront entre 5 et 10 jours pour se réunir, pour élire leurs exécutifs. Et ça va être c'est-à-dire à partir du samedi du week-end de l'Ascension jusqu'au jeudi suivant. Ça, c'est un décret que va prendre le ministre de l'Intérieur, je vous l'ai dit, vendredi. Nous, ce matin, on a passé en Conseil de ministres un certain nombre de décisions par ordonnance qui correspondent aux recommandations du Conseil scientifique, c'est-à-dire les affaires matérielles. Et ça relève évidemment de notre ministère avec Sébastien Lecornu, c'est-à-dire c'est la DGCL qui a organisé que, par exemple, ces conseils pourraient se tenir à huis clos ou avec un nombre limité de personnes. On n'a pas verrouillé complètement, c'est huis clos ou nombre limité, très petit nombre de personnes. Bien. Deuxièmement, on a donné des facilités pour que s'il n'y a pas de salle qui convienne en espace de grandeur, si je puis dire, dans la commune, éventuellement, le conseil municipal peut se réunir dans une autre commune pour avoir l'espace nécessaire. Vous savez, le conseil scientifique dit qu'il faut 4 mètres carrés à peu près par personne. Bien. Nous avons aussi abaissé le quorum à 1/3, mais je tiens à préciser tout de suite devant vous que ce quorum à 1/3, pour l'élection des exécutifs municipaux, seuls les membres présents sont comptabilisés. Puisque vous savez, on avait, dans les décisions et les ordonnances qu'on avait prises pour faciliter le fonctionnement des conseils municipaux qui étaient en place jusqu'à maintenant, on avait aussi mis un quorum à 1/3 et on comptait même les pouvoirs. Là, le tiers s'applique sur les gens présents, je vous le dis parce que c'est très informant. Et bien sûr, chaque membre présent pourra être porteur de 2 pouvoirs. On a laissé 2 pouvoirs, ce qui donne, vous voyez, en rabaissant à 1/3 de membres présents et 2 pouvoirs chacun, ça donne bien sûr beaucoup de facilité.
ce matin… Jacqueline, Oui. je me permets, comme tu l'as fait tout à l'heure, simplement pour la bonne organisation, et je te prie vraiment de m'excuser de t'interrompre, mais après cette première série de réponses, j'ai encore 7 collègues inscrits. Donc, je veux juste que tu intègres cette donnée. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Avec mes excuses. Non, mais c'est tout à fait normal. Raymond Val m'a posé la question pour les EPCI. Je réponds aussi à Raymond Val. Alors, bien sûr, les EPCI devront se mettre en place. Alors, je parle des 154 EPCI qui ont leur commune toutes élues. Donc, à partir du moment où les conseils municipaux ont élu leurs exécutifs, les 154 EPCI qui sont au complet pourront se réunir, et ils ont même une date, puisque tout cela doit se faire dans les 3 semaines qui suivent l'installation des conseils municipaux, c'est-à-dire avant le 8 juin. Mais je parle là des 154 qui ont, au fond, des communes qui ont toutes été élues au premier tour. J'espère que je suis bien claire. Pour les autres EPCI, eh bien, vous avez la cohabitation, si je puis dire, entre, bien sûr, ceux qui auront été installés, c'est-à-dire les communes élues le 15 mars et qui enverront leurs délégués communautaires siéger. Et dans les communes où il faut attendre un deuxième tour, eh bien, ce sont les sortants qui demeureront. Donc, il y aura une période avec 2 types de représentants en attendant le deuxième tour. Président, est-ce que je peux un mot? Non. S'il vous plaît, je ne donne pas la parole pour le moment. Madame la ministre, vous avez terminé? Oui, je reviendrai peut-être parce que je n'ai pas été très longue sur Michel Gréaume, sur les finances. D'accord, c'est très gentil. Je le fais très vite. Le FCTVA, c'est une proposition qu'a faite effectivement Gérald Darmanin. Il n'y a rien de tranché à ma connaissance encore. Je vous rappelle que actuellement, aujourd'hui, cette règle suppose de nombreuses exceptions. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que 65% des communes ont la compensation l'année N+1 déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être relativiser. Les lissages, vous l'avez dit. Vous avez dit, madame, pas de mesures concrètes encore. Il y a un rapport qui a été confié comment il s'appelle, au président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée, à savoir notre ami Jean-René. On l'auditionne la semaine prochaine. Hein. Et qui va travailler sur ce sujet. Et on ne peut pas faire des annonces avant d'avoir, l'évaluation du coût pour les collectivités territoriales. Mais sachez une chose, c'est que nous sommes, avec Gérald Darmanin et avec Olivier Dussopt et de notre côté, notre ministère, nous sommes tout à fait au travail pour cela. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On auditionnera d'ailleurs mon homologue à l'Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, la semaine prochaine, le 20 mai. Je voudrais dire à Raymond Val que j'ai 8 collègues qui sont encore en attente de prise de parole, donc je suis obligé de les privilégier. À la fin, je peux redonner la parole, mais il faut vraiment que je permette à chacun de s'exprimer. Jean-François Husson nous rejoindra de la Commission des finances, s'il le peut, avant la fin de la réunion. Antoine Lefebvre a à présent la parole et Corinne Ferré se prépare. Antoine Lefebvre, sénateur de l'Aisne, Les Républicains. Allô, oui, bonjour à tous et bonjour Madame la Ministre, ravi de vous retrouver tous. J'avais une première question que j'avais adressée concernant les CIVOM qui ont dû faire face, notamment dans le milieu scolaire, à des dépenses importantes, que ce soit sur le transport scolaire, sur l'hygiène, sur le respect des règles sanitaires. Est-ce qu'on a prévu une dotation spécifique pour accompagner tous ces CIVOM un peu qui œuvrent dans le domaine du scolaire, notamment avec des baisses considérables du périscolaire pour lesquelles ils vont devoir faire face? Et puis, un petit peu dans la suite de l'intervention tout à l'heure sur la mise en place des exécutifs
dans les intercommunalités. J'ai une question, moi, d'une interco, puisque les vice-présidents, donc les exécutifs précédents sont maintenus jusqu'à l'installation des nouveaux. Et j'ai une question pour un vice-président qui est issu d'une commune. Les délégués ont été élus dès le premier tour. Et le DGS me demande, est-ce qu'il peut, le vice-président qui est toujours en exercice, va assister en plus du délégué de la commune, puisque là, il y a un peu une concordance, j'allais dire, des compétences, enfin de la délégation. Donc, est-ce que c'est prévu? Bien sûr, est-ce qu'il participe, il participe simplement et sans délégation de vote? Comment ça se passe? Comment est-ce que l'on gère ce cas? Voilà. Merci beaucoup Antoine Lefebvre. Je passe à présent la parole à Corinne Ferré, sénatrice du Calvados, encore le Calvados, socialiste et républicain, pendant que Hervé Gillet se prépare. Corinne. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. Sur la caméra chaque fois. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Effectivement, le Calvados est dignement représenté dans cette délégation, mais je voulais moi aussi revenir et peut-être insister sur la question des finances des collectivités locales. Vous avez bien dit que l'émission a été confiée à ses collègues Cazeneuve, que des annonces devraient être... Prière de couper le son lorsque vous n'êtes pas en train de parler, sinon nous avons des interférences. Merci. Pardon Corinne. Ouais, donc des annonces devraient être faites prochainement, mais je sais que vous en avez bien conscience, mais permettez-moi d'insister malgré tout sur les conséquences de cette crise sur les finances de l'ensemble des collectivités, qu'il s'agisse des régions, des départements, des communes ou des intercommunalités. À la fois avec des dépenses nouvelles, les régions qui interviennent beaucoup en soutien économique, en soutien aux entreprises, les départements, vous l'avez dit, dans le domaine de l'aide sociale et avec l'augmentation importante à laquelle nous nous attendons de nouveaux allocataires du RSA, malheureusement, et puis les communes qui s'adaptent et qui, au jour le jour, comme l'a rappelé ma collègue Sonia, agissent pour améliorer ou en tout cas faciliter et contribuer aussi à la lutte dans cette crise. Alors ces dépenses sont nouvelles et en même temps les recettes diminuent fortement, vous les avez rappelé quand on parle de DMTO, CVAE, CFE, mais aussi des ressources tarifaires, qu'elles soient en lien direct avec la collectivité ou en régie. Là, il y a de grosses interrogations et surtout de fortes inquiétudes de la part des élus, alors qu'ils sont prêts, bien évidemment, à contribuer à la relance économique. Donc, je reviens sur la mission confiée à notre collègue Cazeneuve. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, si des soutiens financiers complémentaires et tout à fait nécessaires aux collectivités locales pourraient être inscrits dans le cadre d'un PLFR 3 ou bien seulement, j'ai mis des guillemets, excusez-moi, évoqués dans le cadre de la discussion budgétaire du PLF 2021. Il y a urgence véritablement pour les collectivités locales à apporter déjà quelques réponses concrètes. Merci. Merci beaucoup Corinne Ferré. Alors avant de passer la parole à Hervé Gillet en m'en excusant auprès de lui, je passe d'abord la parole à Éric Kerrouche car il doit filer en commission où il est sur le point d'intervenir. Donc je lui donne la parole tout de suite. Donc Éric Kerrouche du groupe socialiste et du département des Landes, Éric. Merci, Éric. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de nous consacrer un peu de temps. Alors, j'ai deux questions, en fait, c'est relativement court. La première, c'est une question purement technique et elle est complémentaire à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de l'élection des conseils municipaux et des conditions dérogatoires qui sont permises pour ces conseils municipaux dans le cadre de l'ordonnance du 13 mai. Ceci étant, à ma connaissance, s'agissant des 154 EPCI réputés complets qui vont élire leurs exécutifs, il ne me semble pas que l'ordonnance, justement, permet des conditions de quorum dérogatoires, ce que je trouve assez surprenant. On aurait pu imaginer qu'il y a un parallélisme des formes entre la situation des communes d'une part et des EPCI d'autre part. Est-ce que vous comptez
aménager cette situation? La deuxième question, elle concerne les finances locales. Bercy a chiffré à peu près 15 milliards les pertes de recettes des collectivités locales. Un hebdomadaire a indiqué que le gouvernement prévoyait de prendre éventuellement à sa charge une partie de ces pertes. Alors d'abord, vous demandez si cette information est vérifiable, si elle est vraie. Deuxième chose, est-ce que vous y êtes favorable à titre individuel? Et puis enfin, et surtout, comment prendre en charge ces pertes de recettes? Je vous remercie et j'aurai donc Merci beaucoup. les réponses un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Merci d'avoir été bref. D'ailleurs, comme les collègues font l'effort de l'être et ils vont continuer à le faire de manière à laisser quand même un temps de réponse attendu pour la ministre. Donc, avec mes excuses réitérées pour cette intervention, je donne à présent la parole à Hervé Gillet, sénateur de la Gironde, socialiste et républicain, pendant que Jean-Pierre Vial se prépare. Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président, et pas de souci, c'est un plaisir pour laisser la place à mon collègue Éric Kerrouche des Landes, sachant que moi, je suis donc de la Gironde. Madame la Ministre, bonsoir. Vous l'avez souligné, les maires ruraux ont joué un rôle majeur pour gérer au mieux les solidarités sociales et territoriales. Cette crise a révélé les forces et faiblesses structurelles de notre ruralité. Comment envisagez-vous donc la relance et l'adaptation de l'agenda rural à partir de cette réalité? J'avais déjà eu l'occasion d'aborder un peu ce sujet avec vous, mais vous étiez resté dans un cadre initial. Je pense qu'il serait souhaitable qu'un nouvel état des lieux soit réalisé, éclairé donc à partir de la gestion de la crise, et notamment en essayant de redéfinir des priorités qui sembleraient essentielles dans le moment présent. La délégation aux collectivités territoriales et les commissions concernées ont aussi auditionné sur ces sujets de nombreuses parties prenantes. Elles peuvent être donc force de proposition. Il y a un questionnaire d'ailleurs qui a été mis en œuvre par le biais du Sénat avec la délégation et qui est en cours d'analyse. Donc il y aura sans doute un certain nombre de propositions qui peuvent remonter dans ce cadre-là. Et puis, dans un contexte de probable modification des attentes sociétales, la notion d'espace rural est de plus en plus d'actualité. Quand allez-vous donc relancer ce chantier? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je passe à présent la parole à Jean-Pierre Vial, sénateur Les Républicains de la Savoie, pendant que François Bonhomme se prépare. Jean-Pierre Vial. Monsieur le Président, Madame la Ministre, très rapidement, puisqu'il s'agit des élections et que vous avez déjà largement évoqué ces sujets, mais une question précise qui se pose lorsque dans des intercommunalités où toutes les communes ont été renouvelées, sauf une, qui est une toute petite, nous sommes interpellés par la question des élus qui disent « mais nous considérions qu'avec la loi engagement et proximité, étaient réputés complets les élus, les conseils élus de 9 pour 11 ou 13 pour 15. » Et donc, c'était effectivement la précision, parce qu'on peut avoir une intercommunalité qui peut être bloquée par une petite commune et seulement un élu manquant. Deuxième question sur le tourisme. Vous allez assister demain à une réunion et vous avez évoqué l'importance du tourisme de la montagne, du littoral. Il y a un sujet qui va être frappé durement et peut-être longuement, c'est celui du thermalisme. Je vous remercie de bien vouloir le noter dans vos préoccupations. Merci beaucoup, mon cher collègue. J'ai encore d'inscrits François Bonhomme, Bernard Delcros et Franck Montaugé. Donc, je pense qu'il y a l'un ou l'autre collègue qui se sont rajoutés chemin faisant. Je le dis pour la ministre, à qui j'avais annoncé un nombre un peu moins important de collègues, mais on est tout à fait dans les clous. Et donc, je passe d'emblée la parole à Bernard Delcros, sénateur du Cantal, Union centriste. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour, chère Jacqueline, chers collègues. Alors moi j'ai deux questions, je ne serai pas long, j'ai deux questions qui concernent les finances des collectivités locales et deux questions plus sur l'organisation territoriale, et puis j'en aurai une dernière très précise, très concrète, qui m'a été posée par plusieurs élus à laquelle je n'ai pas su répondre. Sur les finances des collectivités, donc j'y reviens pas, plusieurs collègues l'ont abordé, les conséquences financières
pour les collectivités locales de la crise que l'on traverse, sanitaire, économique et sociale. Alors, ces conséquences, évidemment, fiscales, perte de recettes, de services payants, etc., seront différentes suivant les niveaux de collectivité, mais aussi suivant les territoires, l'activité économique des territoires concernés. Et je rejoins ce qui a été dit sur les secteurs touristiques qui sont particulièrement touchés par la crise. Je nuancerai un tout petit peu d'ailleurs ce qui a été dit, pas seulement les communes touristiques, c'est-à-dire les communes qui ont le label de communes touristiques, mais aussi les communes qui se trouvent dans des territoires touristiques, même si elles n'ont pas le label commune touristique. Donc, je pense qu'il faut bien élargir le sujet. Dans la perspective d'un projet de loi de finances rectificatif troisième génération, si je peux dire, qui a été annoncé pour fin juin, début juillet, avec un volet collectivité, le gouvernement a-t-il mis en place un observatoire pour évaluer, pour mesurer, pour suivre l'impact de la crise sur les finances des collectivités par niveau de collectivité, de manière à prendre ensuite les mesures d'accompagnement appropriées en s'appuyant sur des données objectives au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificative. Deuxième question sur les finances locales. Les élus ont besoin d'être rassurés sur ce point. Lorsque nous avons adopté en 2020, dans le cadre du PLF 2020, pardon, la réforme de la fiscalité locale qui accompagnait la suppression de la taxe d'habitation sur résidence principale, la réforme a été adoptée en 2020, mais pour une mise en application en 2021, mais pour certaines dispositions de garantie en faveur des collectivités, telles que la neutralisation de l'effet de la réforme sur le potentiel fiscal des collectivités, donc sur la dotation, la DGF des collectivités ou sur la péréquation, ces questions-là avaient été reportées au PLF 2021. Alors, dans cette période où beaucoup de choses sont remises en cause, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous assurer que ces garanties, que ce soit sur la DGF ou sur la péréquation, seront bien intégrées dans le PLF 2021? Deux questions. Merci Bernard Delcros. Oui. Merci Bernard Delcros. François. J'ai une autre question. J'ai deux autres questions. Mais alors faites court, mon cher collègue. Hein. Je vais faire court. La période que nous traversons a mis en évidence l'importance, c'est plus que du couple, c'est du trio, j'ai envie de dire, préfet de département, maire et président de département, qui ont géré les choses et apporté des réponses dans la proximité. Pensez-vous qu'il serait important, opportun, en tous les cas je le crois, à l'avenir de renforcer le rôle des préfets de département et de donner des compétences aux départements en matière de santé? Deuxième question, et je serai rapide aussi, parce que ça a été évoqué, c'est sur les exécutifs intercommunaux. Dans le cas où le second tour des élections municipales a lieu en juin, les exécutifs intercommunaux seront installés en juillet et les choses seront dans l'ordre et bien opérationnelles. Dans le cas contraire, où le second tour serait reporté après l'été, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait d'installer des exécutifs quand même intercommunaux transitoires de manière à régler un certain nombre de problèmes? Et ma question très précise, c'est la suivante. Un hôtel peut-il aujourd'hui accueillir un résident qui se déplace bien sûr dans la limite des 100 km autorisés, du rayon de 100 km, pour un motif personnel ou de loisir? Plusieurs maires m'ont posé cette question. J'avoue que je n'ai pas su y répondre, je n'ai pas pu obtenir la réponse. Je vous remercie. Voilà, merci. Je pense que certaines questions trouvent réponse chemin faisant et au fur et à mesure que les hypothèses évoquées se réalisent. Je pense notamment à la question du moment de l'élection, etc. Mais je ne vais pas répondre à la place de la ministre, elle le fera mieux que moi. François Bonhomme, sénateur du Tarn-et-Garonne, apparenté Les Républicains, a à présent la parole pendant que Franck Montaugé se prépare. Merci, Monsieur le Président. Je salue Madame la Ministre, chère Jacqueline. Je voulais l'interroger sur le rôle des collectivités locales dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement, et notamment du point de vue de l'approvisionnement et de la distribution de masques. Puisque à partir du 13 avril, nous avons eu quand même des annonces très fortes et malheureusement, parfois, des situations qui n'ont pas été suivies des faits. Je rappelle que le président de la République avait indiqué un masque pour chaque Français. Je suis bien obligé de constater que, autour dans mon territoire et autour de chez moi, beaucoup de collectivités continuent à avoir le système D et ont dû organiser elles-mêmes tant l'approvisionnement que la distribution des masques. Alors je sais qu'entre-temps, il a été annoncé une participation financière de l'État à hauteur d'un prix de référence d'ailleurs
généralement pour les masques en tissu de 2 €, ce qui fait une aide de 1 €, alors que le prix de marché, j'allais dire pratiqué pour les masques en tissu au grand public, est plutôt de 5 à 6 €. Mais je me demandais, à force dans ce magma et dans ce flottement général, si on n'avait pas intérêt à ce que l'État finalement en vienne à prendre en charge non pas la distribution des masques, mais l'approvisionnement des masques, le coût des masques dans sa totalité, c'est-à-dire finalement adopter le principe de la gratuité, ce qui serait de somme toute logique par rapport à sa compétence générale en matière de santé et de prévention, et ce qui aussi aurait l'avantage d'une grande lisibilité sur l'aide financière annoncée et qui est bien en deçà du coût réel. Merci beaucoup François. Merci beaucoup François Bonhomme. Je passe la parole enfin à Franck Montaugé, sénateur du Gers pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, cher Jean-Marie. Merci Madame la Ministre. Je salue tous les collègues. Une question de précision très pratico-pratique, Madame la Ministre. Pour des EPCI qui ne sont pas dans les 154 que vous avez cités, évoqués, le conseil communautaire peut-il être installé complètement avec élection du président et des vice-présidents, avec un délégué issu d'une commune où il y aura un second tour plus tard? Ce délégué n'ayant pas été élu le 15 mars ou ne s'étant pas représenté le 15 mars. Parce que si ça n'est pas le cas, ça bloque complètement l'installation du conseil communautaire. Merci, Madame la Ministre. Merci, cher Franck. Tout à l'heure, je n'ai pas donné la parole à Raymond Vall qui me l'a redemandé pour permettre à tous les collègues de s'exprimer. Je veux bien la lui donner pour une ou deux phrases, mais il faut qu'on écoute la ministre. Raymond, tu es encore là? Je crois, Jean-Marie, qu'il est parti. Merci beaucoup de cette information. Ouais. Pardon? Mais je crois que la précision qu'il souhaitait correspond à la question que j'ai posée. On ne s'est pas concerté, mais je pense que c'est le sujet aussi qui le préoccupe. Donc, après le Calvados, le Gers a parlé. Et Madame la ministre, chère Jacqueline Gouraud, à présent, à vous de répondre à cette deuxième série de questions et de conclure dans les temps que vous allez vous impartir. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer par les finances, puisqu'il y a eu plusieurs questions sur les finances et les difficultés financières des collectivités territoriales. Je vais donc rappeler qu'il y a un besoin, et chacun d'ailleurs a cité des chiffres, il y a un besoin d'évaluation précis de l'impact au fond de la crise sur les collectivités territoriales. Chacun sait qu'il y a des choses très visibles comme les communes touristiques, comme j'ai entendu la remarque, Bernard, de ce que tu disais, c'est pas seulement le label, on est bien d'accord. Les communes d'outre-mer, on sait très bien que pour les départements, les DMTO se sont effondrés, il y a des choses très visibles, mais il faut évaluer tout cela. Et évidemment, chacun dans son rôle va évaluer tout ça, mais nous avons cette mission qui a été confiée à Jean-René Cazeneuve, je le répète, que vous allez donc recevoir, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, et donc qui fera rapport. Évidemment, il existe déjà un observatoire des finances locales qui est présidé par M. Léniel, comme le CFL d'ailleurs est présidé par M. Léniel, et l'observatoire des finances publiques est en partie financé d'ailleurs par l'État. Donc, nous n'allons pas recréer un observatoire. Je crois que tout le monde, au bout d'un moment, s'accordera, bien sûr, sur une évaluation qui aura pu émaner du Sénat. Chacun confrontera, il y aura sûrement des discussions, mais je crois que les gens sont assez, disons, honnêtes pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses.
Donc, nous avons ici un travail très important à faire. Naturellement, ce travail, nous y tenons parce que nous voyons, et j'ai déjà en présentant cela, de la manière dont je l'ai fait avec les communes touristiques, etc., nous savons qu'il y aura des situations très différentes sur le territoire national. Il y aura des collectivités territoriales plus touchées que d'autres. Je ne parle pas de différence entre les différentes strates de collectivités territoriales, mais à l'intérieur même d'une même strate, il y aura des collectivités qui seront touchées plus que d'autres. Donc, la question est de savoir si nous faisons des mesures généralistes. Par exemple, ça a été tout à l'heure dit pour le FCTVA, par exemple, qui sont des mesures généralistes qu'on prendrait pour toutes les communes, ou si on prend des mesures ciblées. Troisièmement, naturellement, nous savons qu'il y a des collectivités territoriales qui seront mal, je dirais, immédiatement, à court terme. Et nous savons qu'il y a des collectivités territoriales qui auront des conséquences financières qui seront moins immédiates, c'est-à-dire qu'elles se reporteront sur les budgets de l'année prochaine. Donc, pour répondre précisément, nous allons effectivement faire un PLFR 3 qui sera d'ici quelques semaines pour répondre aux besoins d'urgence. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Jean-René Cazeneuve d'apporter une première salve de réponse assez rapidement pour répondre dans l'immédiat aux collectivités qui en ont besoin, car évidemment, l'État ne laissera pas tomber les collectivités qui en ont le plus besoin. Et il y aura des aides, effectivement, qui seront apportées. Alors, comment sont calculées les aides? C'est ça qu'il faudra aussi discuter. Est-ce que c'est par rapport à l'année d'avant, la baisse des recettes, ou est-ce qu'on prend, vous savez, vous avez tous siégé dans les EPCI, vous savez qu'on peut toujours prendre l'année d'avant ou qu'on peut faire la moyenne des 3 années précédentes. Vous savez, quand on fait des transferts de compétences, les questions se posent. En tout cas, il est évident que nous allons aider ces collectivités. Par ailleurs, les réunions que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui avec les associations d'élus et Gérald Darmanin et Olivier Dussopt nous ont montré qu'il y avait plutôt une demande des associations d'élus pour être compensées sur le domaine des recettes. C'est plutôt ça qui est demandé par les collectivités territoriales, parce que les recettes, c'est facile, c'est plus facile à cibler que les dépenses. Néanmoins, et je peux vous le préciser, Gérald Darmanin a proposé avec Sébastien Lecornu, d'ailleurs ils en ont déjà parlé, que les dépenses dans les budgets des collectivités territoriales, c'est-à-dire les dépenses liées au Covid, on parlait des masques tout à l'heure, on pourra parler, je ne sais pas moi, de l'entretien des écoles avec le fait de devoir désinfecter les écoles chaque jour, etc., qu'il pourrait y avoir, au fond, dans les budgets des collectivités territoriales, une section qui soit dépenses liées au Covid. Si je suis très claire, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui permettra d'identifier des dépenses particulières. Et par exemple, les masques, on sait qu'ils vont être pris en charge à 50% par l'État. Peut-être qu'il y aura des discussions sur d'autres dépenses. Donc, on était plutôt sur les associations d'élus qui demandent une compensation. Alors, il y en a qui disent totale, il y en a qui disent partielle, enfin, vous voyez, sur les recettes, mais en même temps, on imagine qu'il faut alors, certains disent budget annexe, on peut dire une section, ça dépend des niveaux de collectivité territoriale. Donc, vous voyez que nous sommes à la fois sur des réponses dans un PLFR 3 qui seront très ciblées pour les collectivités locales qui en ont le plus besoin dans l'immédiat, et ensuite, évidemment, des décisions qui pourront être prises en projet de loi de finances
pour 2021, si je puis dire, c'est-à-dire à la fin de l'année 2020, pour d'autres collectivités. Je vous trace ça vraiment à grands traits, mais j'ai voulu vous donner un peu plus de précision et un peu plus, si vous voulez, de vision par rapport à ce qui a été posé. Et naturellement, Antoine est parti, mais les CIVOM feront partie aussi, bien sûr, comme d'ailleurs, parce que ça a été beaucoup soulevé par les collectivités locales, tous les syndicats, etc., de transport, qui sont eux aussi extrêmement touchés. Bon, je n'ai pas bien compris la question d'Antoine sur l'exécutif. Vous lui demanderez de me faire un mail parce que je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Quelqu'un de l'EPCI qui arrivait et quelqu'un qui n'était pas sorti. En principe, si quelqu'un rentre dans un EPCI, c'est que l'autre sort. Donc, je n'ai pas compris son idée de cohabitation. Je vous prie de m'excuser. En ce qui concerne les questions de M. Kerrouche, je crois qu'il a raison. Les conditions de quorum prévues dans l'ordonnance de ce jour pour l'installation des conseils municipaux ne s'appliquent pas aux EPCI. Je crois qu'il a raison. Le quorum un tiers avec des comptes des voix comme le… Ouais, je crois qu'il a raison. Je vais regarder ça d'un peu plus près et mais je crois qu'il a raison pour répondre à sa question. Hervé Gillet a beaucoup insisté, bien sûr, sur l'agenda rural, l'espace rural, le rôle des communes rurales. Il a raison, bien sûr. Et vous savez que nous avons beaucoup travaillé avec les élus ruraux, bien évidemment. Et je rappelle que le premier comité interministériel a eu lieu finalement juste avant la crise du Covid, puisqu'il a eu lieu le 20 février dernier. Nous étions allés avec le Premier ministre dans les Vosges. Et il y a eu des mesures assez fortes qui ont été prises, puisqu'il y a eu, je le rappelle pour mémoire, le protocole d'accord sur les petites lignes ferroviaires, ce qui n'était pas rien. Il y a eu les 1000 cafés, vous savez, le lancement des 1000 cafés, et la réouverture du guichet sur le très haut débit. Donc, je rappelle ça pour mémoire parce que ça nous semble, cette crise fait que ça nous semble, je dirais, d'un siècle lointain, ce que je suis en train de dire, et en fait, c'était le 20 février. Donc, nous avons bien sûr conscience qu'il faut, comme pour toutes, je dirais même pour les autres communes, et nous avons déjà missionné les préfets sur une souplesse, par exemple, en ce qui concerne les communes qui avaient des projets, qui avaient obtenu un engagement de l'État pour la DETR, surtout dans les communes rurales, puisque je reviens aux communes rurales, et peut-être que la crise a fait passer dans certaines communes des dossiers en priorité qui n'étaient pas les priorités d'avant la crise. Et nous avons donné conseil au préfet de réunir à nouveau comment ça s'appelle, la commission d'élus pour la DETR, afin peut-être de réadapter aussi les subventions DETR en fonction des préoccupations plus immédiates des communes. Et puis, je voulais vous dire aussi que le sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant cette période, évidemment, c'est les petites villes de demain, et c'est-à-dire ces communes qui font toutes moins de 20 000 habitants, parce qu'on a mis la barre à 20 000 habitants, mais je n'ai pas voulu mettre de plancher, si je puis dire, ces communes qui font centralité dans la ruralité et qui peuvent parfois faire seulement, je ne sais pas, 3 000 habitants ou 2 500 habitants et qui ont besoin d'être renforcées dans leur mission sur le plan du commerce. Et évidemment, on voit combien l'impact de la crise a été fort chez les petits commerçants. Ils peuvent avoir des besoins aussi en logement et des besoins d'aménagement d'espaces publics
et notamment de verdissement de leur aménagement. Et donc, nous sommes très conscients de tout cela. Et j'ai entendu votre question sur l'espace rural, Monsieur Gillet. Je sais combien c'est un sujet important et sur lequel nous avions longuement discuté dans la réforme de la Constitution. Mais là aussi, il n'y a pour l'instant plus de réforme de la Constitution. En ce qui concerne les intercommunalités, les questions posées par Jean-Pierre Vial et par, je crois, Bernard et M. Montaugé, tant qu'il n'y a pas élection complète dans les municipalités, il n'y a pas aujourd'hui dans l'état de droit de capacité à inscrire, enfin à élire, pardon, de nouveaux exécutifs, tels que la loi aujourd'hui existe. Alors évidemment, je suis très consciente que si les élections étaient reportées au-delà de l'été, je pense que, comme M. Vial, je crois, l'a précisé, par exemple, s'il manque une commune, hein, c'est ça, dans une intercommunalité, si, je dirais, les élections du deuxième tour étaient reportées ultérieurement, je pense qu'on serait obligé de prendre de nouvelles dispositions pour les intercommunalités. Naturellement, si les élections ont lieu fin juin, comme il est envisagé par un certain nombre de gens, si la situation sanitaire le permet, évidemment, tout ça va aller très vite et ces questions ne se poseront plus. Et naturellement, un certain nombre de personnes qui pensent qu'il faudrait faire les élections fin juin pensent aussi que ça serait beaucoup plus simple pour la mise en place définitive des intercommunalités, parce qu'on sait combien le rôle des intercommunalités est important, évidemment, dans la relance. On dit relance économique au sens large, mais on sait très bien la relance des chantiers, des travaux sur tout le territoire français. On sait que les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement public, et on sait que les intercommunalités et les communes jouent un rôle très important. Donc, mais aujourd'hui, dans l'état du droit, il faut que toutes les communes aient fini leur élection municipale pour mettre en place un nouvel exécutif communautaire. François Bonhomme a beaucoup parlé des masques, enfin il a parlé des masques. La priorité de l'État n'a jamais changé, c'était de fournir des masques au personnel soignant. Et ça a été le leitmotiv permanent de la période de confinement. Et c'est ce à quoi l'État s'est attaché, avec l'aide, d'ailleurs, on le sait, de collectivités territoriales, puisque vous savez que les réserves qui existaient n'étaient pas suffisantes, comme dans beaucoup de pays dans le monde, hein, on regarde toujours ce qui se passe chez nous, c'est normal, n'étaient pas suffisantes pour assumer pleinement cette crise. Et donc, moi je dis, les collectivités locales qui ont importé des masques médicaux et chirurgicaux, bien sûr, ont rendu service aussi au pays, puisqu'elles ont complété les ressources pour le personnel médical. Et d'ailleurs, vous savez bien que l'État avait droit de priorité, si je puis dire, et de réquisition sur les masques chirurgicaux. Et c'est très important. Alors aujourd'hui, dans la période de déconfinement, il y a l'autre partie, c'est-à-dire les masques qui sont grand public, comme on dit, où tout le monde peut acheter des masques grand public. Il y a une coordination qui est faite par Agnès Pannier-Runacher. L'industrie textile française s'est mise à produire des masques, évidemment, en façon importante. Et là, l'État garantissant les masques pour tous les fonctionnaires d'État et dans le moindre détail sur les territoires, ce sont les préfets qui sont en charge de cela.
Et ils ont un quota, les préfets aussi ont un quota pour aider ici ou là les petites communes qui n'auraient pas de ressources en masque grand public. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans vos départements respectifs, mais en tout cas, moi dans le mien, je vois comment ça s'organise. Il y a une coordination entre les maires, le Conseil général, l'État, et tout se passe très bien. Ce qu'il faut, c'est bien sûr savoir que l'État, je l'ai dit tout à l'heure, prendra en charge 50% de ces masques grand public sur facture, bien évidemment. Les hôtels, je ne sais pas répondre, mais comme normalement ils sont fermés, je ne vois pas comment ils peuvent prendre des gens en accueil, formellement. Je ne pense pas qu'il y ait des hôtels. Oui ? Il y a quelques hôtels ouverts un peu partout, y compris à Paris, pour, comment dirais-je, des gens qui se déplacent professionnellement ou pour différentes raisons. Il y en a. Et peut-être qu'ils ne font pas toujours le plein et peut-être que certains ont été confrontés à cette question. Je pense que c'était ça le sens de la question de Bernard Delcros. Mais c'est un phénomène qui est presque marginal, mais qui existe. Voilà pour cette audition de Jacqueline Gouraud, la ministre chargée de la cohésion des territoires, une audition devant les sénateurs où la ministre a annoncé qu'il y aurait un plan de soutien aux finances des collectivités locales dans le cadre d'un nouveau budget rectificatif. Jacqueline Gouraud a également donné des précisions aux sénateurs sur l'installation des conseils municipaux qui prend effet à partir de cette semaine. Et puis elle a salué le rôle des préfets de département dans la gestion de la crise sur le terrain. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.